La réussite, c'est atteindre des objectifs, se réaliser, mais réaliser aussi le bien autour de soi. Actuellement, ce que je constate par contre, c'est que les gens honnêtes et sages ne réussissent pas dans leur vie. Et ça, c'est le grand challenge de Madagascar. Moi, j'aime bien un adage qui dit « Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission L'invité de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Philippe Radzone, qui est donc vice-président national du Leader Family, analyste politique, ingénieur en informatique et sociologue. Bonjour Philippe Radzone et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour toutes et très heureux d'être là aujourd'hui et bonjour à tous qui suivent l'émission L'invité de Paris. Très bien, merci. En préparant notre échange d'aujourd'hui avec les informations, toutes les informations que j'ai pu recouper, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je vous pose la question. Ma première question, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Ah, c'est une très bonne question. Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je fais déjà? Sur le plan professionnel, je suis ingénieur en informatique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai suivi mon parcours école, collège, lycée et université à Madagascar. Et là-bas, j'ai fait de la sociologie. En venant ici, le contexte, surtout économique, voulait que je fasse une reconversion et j'ai fait de l'informatique. Donc depuis maintenant une trentaine d'années, je suis dans la prestation de services en tant qu'ingénieur informatique. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien déjà. Et en travaillant ici, on n'oublie pas ses racines. Donc on n'oublie pas Madagascar. Et c'est pour cette raison principale que je suis actif dans plusieurs associations, que ce soit des associations du mouvement sportif, de la société civile, mais également associations du monde politique. Pourquoi? Parce qu'on a l'ambition de vouloir apporter sa pierre à l'édifice pour Madagascar. Et moi, je suis toujours persuadé que tous les enfants de Madagascar ont un devoir. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs par rapport à cette terre qui nous a nourris. Voilà. D'accord. Je trouve votre réponse très intéressante parce qu'en fait, je pense qu'il faut encourager cette recherche du pourquoi. Et là, vous répondez bien à cette question en disant que c'est quelque chose qui vous dépasse, vous le faites pour Madagascar notamment. Je vais continuer, donc il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ce que vous m'avez communiqué, notamment sur votre CV, parce qu'en temps normal, sur un CV, on a deux choses classiques, le parcours professionnel et le cursus universitaire. Ce qui se passe, c'est que sur votre CV, il y a d'autres rubriques telles que les activités politiques, les activités de réconciliation, les activités dans le domaine de la société civile, les activités dans le mouvement sportif et bien évidemment les activités professionnelles. Bien sûr, vous avez bien détaillé, mais là on n'a pas le temps de tout détailler. Juste moi, ce que j'ai soulevé par rapport à ça, c'est le fait de me dire, tiens, ce monsieur-là, en fait, on ne peut pas le mettre dans une case. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est juste la résultante de votre parcours de vie? Je pense que c'est le fait, parce que la vie, c'est tout simplement un cheminement. Et c'est en cheminant qu'on découvre au fur et à mesure certains aspects, peut-être des choses qu'on n'avait pas pensées il y a 40 ans, 30 ans, mais au fur et à mesure, on découvre. Ça s'appelle l'expérience, ça s'appelle aussi l'adaptation par rapport aux besoins. D'ailleurs, juste une parenthèse, je tiens à féliciter l'émission Invité de Paris, parce que c'est la première fois que moi, je suis interviewé, on va dire, pour dévoiler certains aspects personnels. Moi, ce que j'ai remarqué, que c'est chez nous, Malagasy, on ne parle pas suffisamment de soi parce qu'on évite de parler de soi. Si on parle de soi, c'est comme si on veut se mettre en avant, etc. Mais on risque de ne pas connaître l'authenticité de la personne, d'une part, et on n'a pas surtout l'habitude de l'affirmation de soi. Or, pour moi, c'est un aspect très important, l'affirmation de soi. C'est quoi s'affirmer? C'est dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, et puis assumer ce qu'on est. Et c'est cette façon de s'affirmer qui est important pour que nous, on puisse se parler entre nous et enlever en fait les barrières ou les cloisons qui pourraient exister entre Malagasy. Et moi, dans mon parcours, j'ai vécu plusieurs étapes qui m'ont permis d'être actif dans le milieu sportif. Je fais partie des fondateurs du Hetkia Diaspora, je fais partie des fondateurs de ZAM, Zanaka Malagasy Apielezen. Je fais partie aussi des fondateurs du comité exécutif national du RNS, Rencontre nationale sportive, en 1998. Le fait d'avoir été acteur de ces mouvements-là, c'est pas pour dire je suis Malagasy, c'est dire on se met en avant pour paraître
On peut dire aussi, on a fait ça, on a vécu cette expérience-là, il y a eu des réussites, peut-être il y a eu des échecs, des erreurs, mais on assume et ça nous permet d'aller plus loin. Et c'est ça en fait qu'il faut savoir affirmer avec, on va dire, authenticité, de manière simple, humble peut-être, mais en s'affirmant. Il faut oser s'affirmer. On va continuer dans ce que vous êtes. Vous m'avez parlé notamment des moments qui ont façonné votre personnalité, donc la migration économique en France, et aussi, vous dites, votre reconstruction identitaire. Qu'est-ce que vous entendez par reconstruction identitaire? Alors, la reconstruction identitaire, c'est quoi? C'est quand on arrive, par exemple, en France ou au Canada ou aux États-Unis, on se rappelle de Madagascar, et le paradoxe, c'est là où on fait la reconstruction identitaire. Ça veut dire quoi? On s'habille en malgache, on écoute de la musique malgache, on a non seulement cette nostalgie, mais on découvre, en fait, ce qu'on est. Et l'identité, ça part du passé, la connaissance de l'histoire. C'est très important d'avoir une lecture commune de l'histoire pour avoir une vision commune de l'avenir. Ça, c'est très important. Donc, connaître l'histoire, mais connaître aussi ce qu'on appelle l'esprit du temps, c'est-à-dire connaître ce qu'on est aujourd'hui, ce qui a évolué, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de manière factuelle, objective, sans parti pris. On dit bien en malgache, l'arbre qui, un bon arbre, vient d'une terre qui est de valeur. Nous, on peut dire, en continuant à ça, c'est-à-dire l'arbre qui a une bonne racine, bien enracinée, a pour mission, a pour vocation de produire des fruits, des bons fruits. Et c'est ce qu'on appelle le antpisine, le dharma, le pourquoi, qui répond à votre question, d'exister ici et maintenant. D'accord, très bien. On va retourner un peu, parce qu'en fait dans notre émission on aborde tout le temps le thème de l'enfance, parce que moi je considère notamment que ça construit l'individu qu'on est, c'est une part importante de ce qu'on deviendra plus tard en grandissant. La question serait de savoir si dans votre enfance vous avez été influencé à un moment donné et ça vous a donné l'envie de faire de la politique. Pour mon cas personnel, oui. Oui. Moi j'ai vécu la période de 1975 où il y a eu la révolution socialiste malgache. Didier Ratsir qui arrive, le livre rouge qui arrive. Et moi, j'ai lu le livre rouge, comme tous les collégiens de l'époque. Je retiens même le tout début en disant Tsinlat Sakawas, Tulman Avanendan, Chakur, d'évolution socialiste malagas, Fayefa, Tonaten Fundo, Mayer Four et Tarita Tramsai. Bon. Ça, c'est pour dire qu'on a appris à l'époque cette chose-là. J'ai lu aussi des poèmes, par exemple, de Rad, Georges Andiamalaten, Dint, qui sont très, on va dire, c'est écrit dans les années 70, 71, 72, très militants. Et en fait, je pense que comme tous les Malgaches, il y a cet attachement à une certaine idée de Madagascar, une certaine idée de l'authenticité, de la rectitude, de l'honnêteté, du bien, qui sont ancrés en nous. Et malheureusement, le constat, c'est pas pour se plaindre, moi je dis les choses factuellement. Actuellement, ce que je constate par contre, c'est que les gens honnêtes et sages ne réussissent pas dans leur vie. Par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, même s'il a travaillé de manière, on va dire, honnête, quand il est à l'âge de la retraite, le retraité ou la retraitée, malheureusement, ne peut pas profiter des fruits de son labeur. Parce que la retraite actuellement, les pensions de retraite sont tellement peu que ce n'est pas significatif. Alors que pendant ce temps-là, en même temps, d'autres personnes arrivent par des moyens, avec l'économie souterraine, arrivent à s'enrichir. Il y a des gens qui s'enrichissent honnêtement, bien sûr, avec les entreprises et tout ça, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup trop, qui vivent de larcin, de détournement, de corruption et autres. Et ça, c'est malheureux de le dire, mais il faut le dire, il faut oser le dire, que c'est le grand challenge, c'est le grand problème de Madagascar. Comment permettre aux gens honnêtes et sages, qui font leur devoir, d'avoir, on va dire, une situation qui leur profite. C'est très intéressant ce que vous dites. Je n'avais pas prévu de poser cette question, mais j'ai envie de réagir là-dessus. J'ai envie de dire, mais est-ce que ça suffit ce couple-là de travail et honnête? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi travailler efficacement? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi inculquer cette culture de vouloir plus, sans pour autant aller dans de l'égocentrisme, par exemple? Non, moi je suis tout à fait d'accord et, comment dirais-je,
La quête de l'excellence, la méritocratie, le fait de travailler, de produire et faire mieux et mieux encore, je pense que ça doit être l'attitude, la bonne attitude à retenir. Et si nous, on veut que notre pays, moi je parle toujours pays, soit l'équivalent de ce qu'il y a, que ce soit Singapour ou les autres pays émergents, c'est grâce au travail individuel, où il faut être brillant, mais après à une œuvre collective où chacun a sa place, mais organisé de telle façon que ça donne un résultat commun de haut niveau. Sauf que, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est les gens, par exemple des fonctionnaires qui ont travaillé comme on leur a dit de travailler pendant des années, à la fin de leur parcours, ils ont une pension alimentaire insignifiante. Voilà. Et là, ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas le fait de quelqu'un qui a voulu faire et qui a fait. Ils ont fait. Mais c'est le système. C'est le pays qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça le mot qu'il faut dire. Qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il ne donne pas la juste redistribution de la richesse, parce que la richesse, il y a deux façons de faire de la richesse. Soit on crée de la richesse, soit on fait de la spéculation. Création de la richesse, organisation de la richesse, c'est ce qu'on appelle l'économie, c'est ce qu'a dit Aristote. Tandis que la spéculation, ça s'appelle le crématistique. C'est le fait de jouer sur les valeurs, de marchander, ça peut être le taux d'usure et tout ça, mais surtout c'est le vol, c'est tout ce qui est, c'est pas création de richesse, c'est une spoliation de la richesse, on va dire, commune de la République à des fins personnelles à une période donnée. Et c'est ce système-là en fait qu'il faut dénoncer. Les paysans à Madagascar, ils commencent à 5 h du matin, ils rentrent à 19 h. Avec des outils encore rudimentaires, il n'y a pas la mécanisation agricole et tout ça, mais ils n'arrêtent pas de travailler. Sauf que au moment de la récolte, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui fait du à la bouche, c'est-à-dire qu'ils vont voler, la nuit, comment on appelle ça, voler la récolte, et ben la personne se retrouve démunie. Et non seulement démunie, mais il n'y a pas l'État ou les institutions qui sont capables de le protéger et donc d'avantager le travail. Très bien, donc la culture de l'excellence, une structure étatique assez présente pour la protection de nos citoyens. On va revenir encore une fois sur votre personne et on dit souvent qu'en politique, vous me direz si c'est vrai, on a souvent des mentors ou on fait appel à des mentors. Alors est-ce que dans votre cas, vous avez eu un mentor en particulier? Qu'est-ce qui vous a montré? Quelle est la résultante de ce mentorat sur votre parcours politique? Surtout qu'en politique, on dit qu'il y a beaucoup de menteurs. Donc, pour le mentor, oui, moi je fais partie du Leader Fanil, qui est un parti fondé en 1992. Moi, je suis rentré au Leader Fanil en 1996, jusqu'à maintenant. Et comme vous l'avez dit, je suis actuellement vice-président national du parti. Et mon mentor est le président national fondateur, Irjou Azafma Aleo, puisque j'ai beaucoup appris. C'est pour ça aussi que je suis entré dans Leader Fanil, parce que c'est quelqu'un qui a su transmettre, on parlait de méritocratie tout à l'heure, la valeur de l'excellence, le fait de voir un pays à Madagascar qui fonctionne. D'abord sur le plan économique, mais également sur le plan politique, où on doit mettre en place la décentralisation, le fait d'accepter nos diversités. Parce qu'un pays, c'est quoi? C'est à la fois un territoire et une population. Et il faut les mettre en valeur. Le problème de Madagascar, actuellement, c'est que on est trop dans le centralisme. Et non seulement c'est un centralisme, mais ce qu'on appelle un présidentialisme. On a changé de président, le même système est reproduit. Barack Obama, quand il est allé à Accra, au Ghana, au tout début de son premier mandat, avait dit « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes ». C'est-à-dire des institutions qui fonctionnent, des institutions qui jouent la séparation de pouvoir, mais également l'équilibre de pouvoir. Et ce sont des notions qui ne doivent pas rester lettres mortes, mais qui doivent être appliquées chez nous. Tous ces, on va dire, ces idées forces, moi je les ai appris au sein de Leader Fanil, avec Irjou Azafma Aleo, mais avec d'autres personnes aussi. Je peux citer ici Manasseh Souel Mandjous, Rabé Sazafer Antoine. Quand on discute avec ces personnes-là, on discute pendant 3 heures, et bien on apprend l'histoire, on apprend les géographies, on apprend les coutumes, même certains aspects ésotériques de ce qui est Madagascar. Et Madagascar est tellement riche à ce niveau-là, et on découvre.
Et après, on essaie de traduire ça en modèle ou en mode d'organisation politique, ce qui n'est pas évident, parce que quand on dit des choses, il faut aussi que l'oreille soit prête à écouter. Mismiaino, voilà la question. Des fois, on dit des choses, mais c'est peut-être pas encore le bon moment, ni le bon endroit. Et oui, donc oui, j'ai eu des mentors qui m'ont... Je ne citerai que cela et j'espère ne pas faire des jaloux, mais j'ai eu la chance de connaître beaucoup de personnalités marquantes et qui ont... Je dis encore que les Malgaches sont brillants. Maintenant, comment faire en sorte que ces qualités individuelles s'organisent de telle manière qu'on puisse créer une sorte de mouvement vers une seule et même, un seul et même objectif, faire de Madagascar une île heureuse. D'accord. Donc le mentor, ça c'est pour la partie politique. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu de rôle où vous allez être mon mentor et moi je vais venir avec des questions existentielles. Pourquoi je propose ce jeu de rôle-là? Parce qu'on dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc à mon sens, il est très important de veiller aux personnes qui nous entourent et idéalement d'avoir au moins une personne expérimentée avec une certaine sagesse et une expérience de la vie, entre autres. Et c'est pour ça que je vais vous proposer ce petit jeu rôle de mentor-là, si vous le permettez. Et puis on commence si vous êtes OK. On va essayer. OK, bon, très bien alors. Bah voilà, Philippe, j'aimerais beaucoup réussir dans la vie, mais j'en viens à me demander, qu'est-ce que la réussite finalement? La réussite, c'est atteindre des objectifs, se réaliser, mais réaliser aussi le bien autour de soi. Et si malheureusement ou heureusement, l'échec survient, comment je dois l'interpréter? Un échec, c'est d'abord une expérience, il faut tirer des leçons, c'est ce qu'on dit d'habitude. Moi, j'aime bien un adage qui dit « si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois ». Et si on est dans la conviction d'être dans le bon chemin, il faut continuer. Comme on dit, celui qui pense changer les effets en refaisant la même cause, il ne peut qu'avoir le même résultat, bien entendu. Donc ça s'appelle l'autorégulation. Il faut faire un état de lieu et repartir. Mais si on tombe, 7 fois, on se relève 8 fois. 8 fois, d'accord, très bien. Bon bah, après tout ça, je pense que je vais revoir la moyenne des 5 personnes qui m'entourent. Je vais vous rajouter en 6e position, on ne sait jamais, des fois dans la vie. Mais blague à part, vous avez passé votre jeunesse à Madagascar. Donc vous avez notamment été au CEG de Timbazaz, au lycée d'Indoual. Et je voudrais savoir en tant que sociologue, qu'est-ce que vous constatez entre votre jeunesse et la jeunesse d'aujourd'hui? Ah oui, entre les jeunes de notre époque, je parle des années 80 à 85, et les jeunes de maintenant, il y a une grande évolution. On a parlé tout à l'heure d'esprit du temps, il faut sentir l'esprit du temps. J'ai constaté que depuis 1993, avec l'avènement donc de la Troisième République, il y a beaucoup plus de liberté dans les mœurs. Pour ne pas dire de permissivité, voire de... je ne dirais pas de dégradation des mœurs, mais ça a changé, ça a évolué. Avant, les aînés avaient le droit sur les cadets. Les parents géraient la cellule familiale. Actuellement, à Madagascar, ça c'est à partager avec les jeunes qui sont là, et surtout les jeunes de la diaspora, des fois c'est l'argent qui est rentré dans les foyers, et on peut avoir un enfant qui va décider à la place des parents, parce que c'est eux qui apportent l'argent. Parce que les parents, quand on dit les retraités en difficulté, ils n'ont plus les moyens de rivaliser avec les enfants. Et les enfants, des fois, ils osent des choses qui n'étaient pas permises à notre époque, par exemple. C'est ça l'évolution. Et c'est pareil aussi au niveau de la sexualité, au niveau de l'esprit même, de voir la famille, le couple, les relations. Et oui, Madagascar a évolué, les jeunes ont évolué, et il faut connaître cet esprit du temps pour diriger le pays vers ce qui est le mieux vivre ensemble. Et ben justement, je vais rebondir sur cette notion de temps que vous venez d'évoquer, parce que ça m'a fait penser, en même temps que je vous écoutais, à une citation qui dit « Le temps ne tient pas compte des horloges, il se mesure à la passion qui anime nos cœurs ». Est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un de passionné? Passionné, oui. Moi, par exemple, ma passion, et ce n'est pas un défaut, c'est la société, la politique, le fait de faire quelque chose pour Madagascar. Et on a besoin de passion, mais quand on a la passion, il faut aussi avoir de la patience. Il ne faut pas que la passion devienne une sorte d'échéance immédiate à atteindre
il y a le travail, il faut être dans le temps long, il y a des choses qu'on peut faire dans le temps court, et puis il y a des choses qu'on fait dans le temps long. Et pour perdurer, on ne peut pas si on n'a pas ce moteur qui s'appelle la passion. Et est-ce que vous pensez que la passion, justement, est un facteur clé de réussite? Oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit avoir ce moteur pour perdurer. Et réussir, c'est pas seulement un one-shot, c'est pouvoir reproduire plusieurs fois la même chose. Et la réussite ne se mesure pas seulement à gagner, avoir une coupe, l'éducation d'un enfant, par exemple l'éducation de mes fils et puis de mon petit-fils qui vient d'arriver, par exemple, ça fait partie des challenges, des devoirs dans la vie. Et la vraie réussite, c'est quand on plante quelque chose et que le fruit qui en est produit est conforme ou même dépasse ce qu'on avait souhaité. On ne doit pas dire aussi que la réussite, c'est individuel. Si on est dans la passion, dans la conviction que c'est cette idée-là qui prime, on doit accepter que ce sont d'autres qui la réalisent à notre place. Ça aussi, ça fait partie des clés de la réussite. On ne peut pas tout faire de A à Z. On peut être spécialisé dans certains cas, pas dans d'autres. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, voir plutôt de manière globale, de manière holistique, de manière à avoir surtout la destination finale, le but. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Et donc là, je vais conclure sur cette première partie et je vais vous poser une dernière question. Donc tout à l'heure, on a évoqué le président Didier Ratsirach, avec, vous avez évoqué notamment le Bookman. Il a marqué l'histoire de Madagascar. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous plus tard? Avant de parler de moi, on va parler de Didier Ratsirach. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, là c'est le sociologue qui parle, j'ai constaté qu'à Madagascar, le problème, comme Didier Ratsirach a dit lui-même, le problème du pays, c'est moi, il a dit. Et effectivement, chez nous, quand on raisonne politique, quand on raisonne destinée de Madagascar, on a tendance à se focaliser sur une personne. Parce qu'à partir de 1975 jusqu'à 1991, c'est Didier Ratsirach qui dirige, mais en 1991, il y avait eu un grand mouvement contre Didier Ratsirach. Il y avait donc l'idée d'une troisième république, mais c'était plutôt, dans l'histoire de Madagascar, c'était soit on est pour une personne, soit on est contre une personne. Et moi, je dirais que le pays gagnerait à ne pas se focaliser sur une seule personne. Parce que, tout simplement, c'est comme si, on a parlé de présidentialisme, mais c'est comme si on était encore dans l'esprit ou dans l'état d'esprit des monarchies. Si on n'arrive pas à mettre en place l'esprit républicain, on risque de rester dans l'esprit féodal, c'est-à-dire avoir des réflexes claniques. Et après, c'est les intérêts entre chaque, on va dire, chaque fief qui dirige le pays. Et c'est pour ça que moi je dis, on doit avoir cette notion de république et pas de personne. Donc moi, si on veut retenir de moi, c'est de véhiculer cet esprit républicain, ne pas me mettre en avant, mais mettre en avant l'esprit républicain. Nous allons maintenant aborder le thème du rôle de la diaspora dans la construction de la nation malagasy. Mais avant d'aller en profondeur sur le sujet, je souhaiterais que vous me donniez la définition d'une nation. Alors une nation, c'est le mieux vivre ensemble. Mieux vivre parce que c'est jamais figé, c'est toujours la recherche du mieux. Une nation, c'est basé d'abord sur un passé commun, sur le temps présent, c'est-à-dire l'esprit du temps actuel, mais également sur un espace. C'est une entité spatiale où on retrouve toutes les composantes donc, du pays. Et pour moi, donc, une nation, c'est cette volonté d'avoir une identité commune, c'est-à-dire avoir une lecture commune du passé et avoir une vision commune de l'avenir. Voilà une nation. D'accord. Et en partant de votre définition, de cette définition de la nation, dans quelle mesure la diaspora malgache fait partie de la nation malgache? Alors la diaspora, justement malagasy, c'est en général des gens qui sont installés à Madagascar, qui sont partis de Madagascar pour aller vers l'ailleurs, l'Andafi. Donc il y a les primo-migrants, le regroupement familial et la deuxième génération. Ce sont des malgaches. Et même s'il y a des enfants de Madagascar qui s'installent ailleurs,
il faut qu'il reste des enfants de Madagascar. Voilà pourquoi nous, dans Club 1808, dans Leader Fanil, nous, on pense que la diaspora a plus sa place au sein d'un ministère de la citoyenneté, d'un ministère de la population, où on a les malgaches locaux et les malgaches de l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes un homme de terrain, un membre très actif de la diaspora malagasy. Et sur quelles actions concrètes la diaspora malagasy peut agir et contribuer au développement de la nation malagasy, vraiment concrète? La diaspora participe activement à l'économie de Madagascar, avec des apports, des transferts aux environs de 400 à 500 millions par an, depuis des années déjà. Mais cela se fait de manière privée. Il n'y a pas d'institution qui gère tout ça. Nous, on pense que le moment est venu de mettre une institution capable de canaliser les flux financiers, mais également les capacités, que ce soit en connaissance, en expérience, qui devraient être acheminées vers Madagascar pour préparer à la fois le retour, mais pour accomplir le devoir vis-à-vis des parents, le Val-Babin. Et comme notre parent, c'est Madagascar, eh ben on a le devoir de lui rendre ce qu'il nous a donné. Et c'est cette mise en place de cette institution qui manque encore actuellement. À côté, on a l'épargne des expatriés qu'on pourrait mobiliser. Sauf qu'il y a manque de confiance, pour ne pas dire défiance. Il y a une défiance des gens de là-bas pour dire « c'est pas à vous ici, si vous voulez faire quelque chose, rentrez, sinon vous n'avez pas le droit de participer ». Et il y a une défiance aussi des gens de l'extérieur qui disent oui, là-bas, c'est la corruption, c'est la mauvaise gouvernance, donc nous, on ne veut pas participer. C'est pour ça qu'il faut canaliser ces ressources par des institutions. Il manque des banques d'investissement, des banques de développement. Il manque aussi on va dire, des institutions capables de gérer ces épargnes. Au Cameroun, au Guinée, ils ont un système qui permet déjà aux gens à l'extérieur de préparer ce qu'on appelle l'aide au retour. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des gens qui cotisent et qui font des placements au pays. Et quand ils rentrent, ils ont droit à une sorte de sécurité sociale et tout on va dire, l'environnement favorable à leur retour. Et je trouve qu'actuellement, avec l'évolution de la nouvelle technologie, tout ça, on peut très bien travailler d'ici avec, quand je dis ici en France à l'extérieur, avec ceux de là-bas. On peut travailler avec, donc en synergie. Voilà un des grands défis à faire, comment faire en sorte que la diaspora puisse travailler et contribuer à l'économie de Madagascar. Très bien. On va toujours partir de vos expériences personnelles et j'aimerais vous demander quels sont les différents obstacles ou les défis auxquels sont confrontés les membres de la diaspora malagasy quand ils veulent contribuer justement au développement de la nation? Je vais commencer par un obstacle que j'appellerais culturel. Une fois, on était en déplacement sportif donc à Bonn, où il y avait un tournoi sportif là-bas. On était dans un gymnase et j'étais dans un couloir et je rencontre un enfant qui doit avoir dans les 3 ans, 4 ans, et qui était tout seul, isolé. Il était perdu. Donc j'étais allé lui demander qui sont ses parents et tout ça. Et je me suis adressé en français. Il ne m'a pas répondu. J'ai parlé en malgache. Il n'a pas répondu. Et j'ai parlé en anglais. Il n'a pas répondu. Et après, quand il a commencé à parler, il parlait allemand. D'accord. Il a parlé allemand couramment. Bien sûr, c'est un enfant qui est installé en Allemagne, donc il parle allemand. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la barrière de la langue. Après, je l'ai ramené, on a vu ses parents, tout s'est bien passé, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est marquant et c'est pour dire que les malgaches de tous les pays ou installés ailleurs auront besoin toujours d'une langue commune, c'est donc la langue malgache. Et donc il faut mettre en avant la langue malgache, mais pas seulement la langue malgache, on va dire officielle, mais la langue malgache de tout le pays. Pourquoi je dis ça? Parce que on dit par exemple en Madagascar Fartan. Fartan, c'est la limite d'une province par exemple ou d'une région.
Mais on peut évoquer aussi le fariteni, c'est-à-dire qu'il y a des limites dans les langages où, par exemple, le parler du sud n'est pas celui du nord, ni du centre, et ni de l'est. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et avoir l'habitude de parler de certains mots-clés, certaines façons, pour que les malgaches se comprennent entre eux. Un jeune, par exemple, il devrait visiter les 6 provinces et sortir une fois du pays. Si on arrive à mettre ça en place pour chaque enfant de Madagascar, ce serait vraiment grandiose. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on se déplace, le voyage forme la jeunesse, on voit autrement Madagascar. On voit autrement les atouts de Madagascar. On voit autrement aussi la population. Et on comprend mieux. Et on se comprend mieux. Quand je vous écoute, on sent vraiment en fait finalement l'importance de la communication, parce que comme on dit en fait des fois, on peut parler même la même langue, mais on n'a pas le même langage. Alors si en plus on n'arrive pas à communiquer avec la même langue, étant donné qu'on n'a pas déjà le même langage, c'est un autre défi, c'est une autre difficulté supplémentaire. Mais bon, ça c'est un autre sujet qui est approfondi aussi. Avant de continuer, d'enchaîner sur une question, je souhaiterais aussi également recontextualiser notre émission, c'est-à-dire que c'est une émission issue de la diaspora, des membres de la diaspora, mais nous ne sommes pas dans la moralisation, nous sommes dans le partage d'expériences, de valeurs et de visions. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de vous et de vos visions tout à l'heure, donc je tiens quand même à recontextualiser ça, c'est très important. Et maintenant, j'aimerais vous demander, parce que vous faites de la politique, est-ce qu'à vos débuts, on parle des fois, comme je vous disais tout à l'heure, de diaspora moralisateur, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à faire de la politique étant donné que vous êtes issu de la diaspora? Un mot qu'on utilise souvent, c'est donneur de leçons. C'est moralisateur, oui. Là, par exemple, moi, je suis venu à cette émission pour me dévoiler un peu. C'est un exercice qui n'est pas habituel en fait, c'est pas aussi évident que ça, et c'est grâce à cette émission qu'on peut parler de manière spontanée et authentique. Quand on parle de la politique, il faut effectivement éviter d'être donneur de leçons en disant voilà, ça on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Vaut mieux être dans la force de proposition et surtout accepter les choses telles qu'elles sont. Bon, on a parlé tout à l'heure des mœurs à Madagascar. Il faut aussi de manière factuelle, observer, analyser, mais tenir compte de tous les défauts du système actuel. Et si on dit ça, ce n'est pas donneur de leçons. Alors, vaut mieux ne donner des propositions. C'est pour ça qu'une des façons de faire, c'est d'aller dans la politique, faire partie des partis politiques, mais surtout, quand on est dans la partie politique, accepter la discipline de parti, la démocratie, le fait d'être, par exemple, d'avoir des débats contradictoires, ça s'applique d'abord à nous-mêmes. À partir du moment où on est habitué à ça, c'est plus facile de transporter ça vers d'autres environnements, vers d'autres entités, vers d'autres institutions. Il faut avoir la vision de Madagascar sur le temps long. Et là où on veut arriver, il faut que ça commence par des sacrifices et surtout une rigueur dès maintenant. En tout cas, c'est ma façon de voir le praxis politique. Vous avez évoqué finalement une vision à long terme et je pense que la vision à long terme, de toute façon, on doit l'avoir même en tant qu'individu, pour chaque individu, pour savoir où est-ce qu'on sera dans telle étape de notre vie et où est-ce qu'on sera dans une autre étape de notre vie. Bon, notre deuxième partie touche à sa fin et pour conclure, je vais vous laisser le message de la fin sur tout ce qu'on vient de dire, notamment sur le rôle de la diaspora par rapport à la nation malagasy. Quel serait votre message et à qui s'adresserait-il? Alors le message que je pourrais dire, c'est que ni Astsarafaka Natao Itera Bukatsu, Watendri Itera Bukatsu. Un arbre qui est bien enraciné a pour vocation et pour mission de produire des fruits, mais des bons fruits. Comme on est dans une émission pour la diaspora, avec la diaspora, mais également pour tous les malgaches et les jeunes en particulier, il ne faut jamais oublier son passé, ses racines, son identité. Et quand on a la chance de réussir, même s'il y a des échecs et si on persévère et qu'on réussit, ne jamais oublier que le but c'est de donner des fruits pour cette terre qui est la nôtre, cette maison qui est la nôtre, qui est Madagascar.
Nous arrivons au terme de cette émission, Philippe. Je vous réitère mes remerciements et en même temps, j'en profite pour vous expliquer donc, cette troisième et dernière partie. Il s'agit d'un petit jeu pour se détendre, mais à la fois pour vous connaître encore un peu plus. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous poser une rafale de questions donc, dans un temps imparti d'1 minute et vous allez me répondre instinctivement en fonction des questions qui vous seront posées. Vous me dites quand vous êtes prêt et puis on va commencer. On va essayer, je suis prêt. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Le soleil, Dieu nous a donné le soleil, il a fait son travail, à nous de faire le nôtre. Comment réagissez-vous face à l'adversité et aux défis? Relever le défi avec lucidité et sans acrimonie. Quelle est la valeur la plus importante pour vous dans une relation amicale ou amoureuse? La sincérité. Quelle est votre plus grande peur? Ne pas voir Madagascar réussir. Que faites-vous pour vous ressourcer quand vous êtes épuisé? La musique, réfléchir, méditer. Êtes-vous plutôt introverti ou extraverti? Je suis un introverti contrarié. Comment gérez-vous les critiques ou les commentaires négatifs? Très bien, parce que derrière, vous savez, la vérité, c'est au sommet de la montagne. Et il y a plusieurs flancs, plusieurs pistes pour y accéder. Donc la vérité n'est pas unique. Il faut toujours écouter les autres. D'accord, très bien. Écoutez, Philippe, nous avons terminé. Je vous remercie infiniment pour ce moment de partage. J'espère que vous avez apprécié de votre côté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez retenu, les choses qui vous ont plu, les choses que vous aurez aimé approfondir. Comme ça, au prochain invité, peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder ce sujet-là. En tout cas, n'hésitez pas à partager parce que peut-être parmi vos proches, il y a des personnes qui ont besoin d'écouter les conseils, les visions et les valeurs de notre invité. Merci beaucoup.